C'est en catimini, à la sauvette, presque honteusement, qu'a été célébré le 80e anniversaire de la Révolution d'octobre. L'idée révolutionnaire, qui a longtemps protégé et même magnifié la réalité du communisme, semble avoir été irrémédiablement compromise par les ravages commis en son nom. L'image de la prise du palais d'hiver ne suscite plus guère l'enthousiasme. C'en est fini du magistère politique exercé sur l'ensemble de la gauche par le rêve d'une rupture soudaine avec l'ordre ancien et d'une saisie violente de l'État pour bâtir une autre société et régénérer les individus qui la composent. Mais ce n'est sûrement pas le conservatisme et pas seulement le réformisme qui bénéficie aujourd'hui de cette éclipse de la Révolution, c'est l'idée de révolte. Après Julia Kristeva et sa révolte intime, Michel Onfray réhabilite l'insoumission dans son dernier livre, Politique du rebelle, publié chez Grasset. Quelle révolte? Révolte contre qui et pourquoi? Nous essaierons de répondre à ces questions avec Michel Onfray et avec Pierre Tamignot, qui est professeur de littérature et de civilisation française à l'université de Georgetown aux États-Unis et qui a publié dans les temps modernes une belle étude sur la révolte antitotalitaire hongroise intitulée Budapest 1956-1996, Nation et insurrection. Nous partirons, si vous le voulez bien, d'un autre anniversaire, celui de mai 68. La presse s'y prépare déjà activement, ainsi que l'édition, et l'on peut d'ores et déjà affirmer que ni la discrétion, ni l'humilité, ni l'autocritique ne seront au rendez-vous quand viendra le moment de souffler sur les 30 bougies de ces événements-là. Anticipant sur cette célébration, Michel Onfray, vous proposez dans votre livre d'achever mai 68. Qu'entendez-vous par une telle expression? Quel sens y a-t-il, ici et maintenant, à reprendre le flambeau 68 arts, Michel Onfray? Oui, vous me faites peur en me rappelant effectivement qu'on sera bientôt dans des logiques d'anniversaire. Je crains les récupérations tous azimuts, les porte-clés, les disques, etc. Écoutez, comment pourrait-on achever mai 68? Je dirais achever comme on dit par achever, non pas achever une bête malade. Donc une sorte d'apothéose. Voilà. Voilà. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu dans ces temps, c'est le pessimisme et le nihilisme. Cette idée que rien n'irait, que tout serait catastrophique, que nous serions sur un terrain miné depuis le début de ce siècle. Je crois au contraire qu'il y a des occasions de se réjouir et de se féliciter, et qu'il y a des occasions de promouvoir un optimisme volontariste. Donc, achever mai 68, ça signifierait pour moi avoir le souci des marges et des opprimés, d'une part, et d'autre part réactiver une mystique de gauche. J'appelle mystique de gauche ce qui est à l'œuvre dans l'histoire depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Nos jours étant mai 68, on pourrait même aller jusqu'à Jospin si on le souhaitait. Je dirais une mystique de gauche, c'est ce qui fait que dans l'histoire, Révolution française, puis 1848, Commune, Front populaire et autres, on a eu l'occasion de voir ce que signifie être du côté des opprimés. Le statut des femmes se modifie avec la Révolution française, le statut des gens de couleur également, le statut des juifs, le statut des pauvres, le statut de tous les individus qui peuvent accéder librement à la citoyenneté. Ça, c'est l'idéal de la Révolution française, que le réel ait été souvent contrarié sûrement, mais cet idéal, il existe. Je crois que la Révolution française est la manifestation d'un souci d'égalité, pas forcément égalitaire, mais chacun dans sa différence doit pouvoir être le même devant la loi, et ça m'intéresse beaucoup en 1789. Le siècle qui suit est le siècle de la solidarité, les ateliers nationaux en 1848 par exemple, et je poursuivrai, si vous me le permettez, le 19e siècle jusqu'au Front populaire. Je crois que les congés payés, l'idée que les pauvres peuvent travailler un peu moins, gagner un petit peu plus, disposer de temps libre, ça c'est une idée qui relève de la mystique de gauche. Et puis je dirais le mai 68 qui est l'occasion, après l'explosion égalitaire, après l'explosion de solidarité, d'une explosion libertaire, qui permet à chacun de recouvrer un corps pleinement et totalement et intégralement. Ça, c'est donc, je dirais, réactiver cette mystique de gauche. Ce que ça donnerait aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui réactiver cette mystique de gauche? Et je dirais sur des terrains éminemment concrets. Il n'est pas question de continuer dans l'idée pure, mais ce serait se demander ce que sont les tâches aujourd'hui du féminisme. Après le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, les travaux de Badinter et quelques autres, qu'en est-il aujourd'hui du statut des femmes dans notre société? Est-ce qu'il y a encore des combats? Et si oui, lesquels? Ce serait également s'interroger sur ce que, après Sartre, on pourrait utiliser l'expression de Sartre, sur ce que signifie aujourd'hui la question juive, sur ce que ça suppose. Comment peut-on la penser dans une civilisation qui met le Front National à 15% des intentions de vote et les idées du Front National à plus de 60%, je dirais. Mais quel rapport avec mai 68, la question? Ça, je veux dire,
c'est pour achever. Vous me demandez comment on pouvait achever mai 68. Reprendre ces questions-là et considérer que, indépendamment des polémiques et des lieux communs, considérer qu'il y a à penser aujourd'hui les questions féministes, les questions juives, les questions d'immigration, les questions d'éducation. Je crois que mai 68 a détruit beaucoup de choses et que ça a été très bien de détruire le principe d'autorité, mais qu'en même temps, il faudrait proposer quelque chose de positif. L'école d'hier, qui n'était pas toute excellente, mériterait aujourd'hui d'être repensée. Je suis prof de philo en classe terminale dans un lycée technique. J'ai quelques idées que mes élèves me fournissent au quotidien. Ce que signifie également la condition... Vous en fournissez aussi. Ah oui, on ne fait que ça. Les questions de la condition ouvrière également, ce que c'est qu'être prolétaire aujourd'hui, ce que c'est qu'être pauvre, et puis peut-être aussi plus globalement une critique de ce qu'après 10 ans on pourrait appeler les chiens de garde. Voilà comment on pourrait... vous voyez, c'est un vaste programme. Oui, c'est un très vaste programme, et le terme de chien de garde, peut-être ne serons-nous amenés à revenir dessus. Mais Pierre Tamignot, comment réagissez-vous à ce programme-là, à mai 68? Dans les grandes lignes, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'un retour à mai 68 dans le sens d'un achèvement, comme vous l'avez bien dit. Je pense que tout de même, il faut établir certaines distinctions presque primordiales, si on veut, entre la société française des années 60 et la société française d'aujourd'hui, donc des années 90. Je crois d'abord que le mouvement de mai 68 s'est inscrit dans une société de plein emploi, de croissance, ce qu'on a appelé les Golden 60s, c'est-à-dire dans des termes économiques qui ne sont plus les termes économiques que nous connaissons aujourd'hui, avec bien sûr le développement du chômage, plus de 12% en France, de la crise, etc. C'était au fond d'une société d'avant la crise du pétrole, justement. Et ça c'est un premier point, disait une distinction économique qui n'est peut-être pas la plus importante, mais qui tout de même existe. Et je crois une deuxième distinction qu'il faut considérer si l'on veut réellement aujourd'hui achever mai 68, le mieux possible, qui est le fait, à mon avis, que dans la société des années 60, la question de l'étranger, de l'immigré, même si la société française a toujours été une société d'immigration, était tout de même moins déterminante dans le discours de 68, à la fois dans le discours des étudiants, mais également dans ce que j'appellerais le discours intellectuel de la pensée 68, qui est à mon avis une étiquette un peu facile, issue d'un livre bien connu. Si on prend par exemple les textes, et je crois que vous y référez dans votre ouvrage, de Foucault ou de Deleuze de cette époque, on est frappé par l'attention bien sûr que des gens comme Foucault et Deleuze portent à des questions de la marginalité comme celle de de la folie ou du criminel, du hors-la-loi, du prisonnier, etc. Ou dans le cas de Foucault, la question d'homosexualité évidemment. Mais on est frappé aussi par la quasi-absence de la thématique de l'étranger qui est devenue tellement dominante au fond dans le discours contemporain, dans le discours politique de gauche, repris justement par une certaine mystique de gauche et malheureusement aussi bien sûr par une certaine mystique d'extrême droite tout à fait opposée à celle-là. Et je pense justement que cette évolution aussi de la société française dans laquelle la question de l'intégration par exemple se pose de manière beaucoup plus crue aujourd'hui à tous les niveaux, implique, si vous voulez, une spécificité de cet achèvement par rapport justement aux questions qui étaient posées en mai 68. C'est-à-dire qu'il y a une modification nécessaire pour les adapter, si vous voulez, à la situation. Là où vous seriez partiellement d'accord, c'est que voici un héritage qu'il faut continuer à faire fructifier, diriez-vous Pierre Tamignot, mais le faire fructifier en tenant compte de la différence des contextes, c'est ça, et du fait qu'aujourd'hui les problèmes ne se posent pas exactement dans les mêmes termes. Mais vous ne critiquez pas la référence aux idéaux mis en avant par 68. Non, comme tel, non. Je pense qu'il faut tout de même établir une autre distinction, et je continuerai là-dessus, c'est que la fracture dont on parle tellement aujourd'hui, bien sûr, fracture est essentiellement une fracture sociale. Et je pense que par opposition, en mai 68, la fracture était essentiellement culturelle. Le monde des jeunes contre la gérontocratie gaulliste, si vous voulez. Mais alors justement, là j'aurais une question à vous poser, Michel Onfray, peut-être aussi à vous, Pierre Tamignot, parce que mon opinion là-dessus est peut-être plus radicale que la vôtre. Effectivement, il y a eu un grand moment de révolte culturelle en mai 68, au nom de ce que vous appelez, Michel Onfray, l'idéal hédoniste, face à ce que vous appelez l'idéal ascétique. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette révolte a triomphé. J'ai du mal à voir qu'est-ce qui resterait, si vous voulez, comme place forte à conquérir pour la jeunesse. La référence à la jeunesse, elle est constante dans tous les discours, et quand la chanson des Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, peut-être s'opposait-elle au résidu de l'idéal ascétique dans le monde des années 60, mais aujourd'hui, elle pourrait très bien servir d'emblème
à notre monde, si vous voulez. Donc, le principe sans cesse acclamé, c'est celui de vivre sans entrave. Au fond, nous sommes entrés, avec mai 68, dans une société dont la passion principale est le bien-être, dont la passion principale est la vie, et c'est cette passion qui gouverne aujourd'hui toutes les autres. Et vous avez parlé de l'école, Michel Onfray, mais ça c'est très intéressant parce que Canal+ a présenté un grand documentaire qui a connu pas mal de battages, pas mal de succès, le stress à l'école. Autrement dit, l'école elle-même est sommée de, si vous voulez, est convoquée devant le tribunal de la passion du bien-être. À l'école, il y a d'autres passions. Il y a la passion de la connaissance, il y a la passion de l'excellence. Tout ça d'ailleurs peut être assez douloureux, et tout se passe comme si on médicalisait ces passions au nom d'une passion du bien-être dont on dit que l'école ne la respecte toujours pas. Donc, voilà pourquoi, si vous voulez, personnellement, cet idéal achevé 68 me semble non pertinent, parce que ce discours-là, il est partout. Peut-être faudrait-il commencer à sortir de 68. Michel Onfray. Je vais utiliser un gros mot en disant que je suis dans une logique dialectique, et mai 68 m'a intéressé dans l'aspect négateur, l'aspect destruction. Il y a un tas de choses qui ont disparu, et je trouve très bien qu'on ait pu, après mai 68, considérer que les femmes puissent parler autrement à leur mari, les enfants à leurs parents, les élèves à leurs profs, et j'ai trouvé intéressant dans mai 68 ce travail de table rase. Je dirais, achever mai 68, je ne souhaiterais pas aujourd'hui que ça se fasse sur le terrain du négateur en plus, ou du négateur qu'il faudrait ajouter, détruire plus encore. Je crois qu'il est temps de construire. Il est temps de dire, je ne veux pas, vous preniez tout à l'heure l'exemple de l'école, je ne veux plus d'une école où on se fait frapper sur les doigts, où on se fait mettre au coin, où on sollicite purement et simplement la mémoire, où on est dans l'excellence à l'état pur, ou etc. etc. On n'en veut plus, d'accord, mais est-ce qu'on veut pour autant cette école dans laquelle j'officie, moi par exemple? Je ne veux pas de l'école dans laquelle j'officie, où on augmente les inégalités sociales, où on augmente les fractures sociales. Je ne pense pas qu'il y ait une fracture sociale, mais des fractures tous azimuts, entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, entre la province et Paris, entre la banlieue et le centre-ville, entre etc. etc. Je dirais, et sur cette école quand même, Michel Onfray, en 68 a prévalu quand même un discours anti-autoritaire. Oui. Et est-ce que vous le jugez, si vous voulez, positif, ou est-ce qu'il ne serait pas temps de se demander s'il ne naissait pas d'une confusion, voire d'un contresens, confusion entre ce qui relève de l'autorité et ce qui relève du pouvoir. L'autorita, c'est la potestas, ce n'est pas tout à fait la même chose, et en latin, il y a deux mots, le dominus et le magistère. On a fait du magistère un dominus, et le résultat, d'ailleurs même en termes d'inégalité, de réduction des inégalités sociales, en termes de transmission des connaissances, peut être jugé assez déplorable, non ? Et moi, j'aimerais que le professeur ne soit pas autoritaire, mais qu'il ait de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas du côté de sa fonction en disant j'ai le système pour moi et avec moi, et le système d'évaluation des valeurs, enfin le système napoléonien qui fonctionne comme tel, dans ce sens, je fonctionne comme un maître d'autorité. J'aimerais, dans l'idéal hédoniste, non pas que nous soyons dans la pédagogie libertaire du genre jubilons pour apprendre, enfin ce serait un peu trop simple, mais je souhaiterais que l'école ne soit pas là pour distribuer des savoirs inutiles, mais qu'elle soit là pour distribuer des savoirs utiles. Et je pense que c'est ce que j'appellerais la perspective hédoniste en ce sens. C'est-à-dire utile pour qui? Pourquoi? Exemple, je suis prof de philosophie en classe terminale, je suis censé enseigner comment des jugements synthétiques a priori sont possibles chez Kant. Il n'y a aucune possibilité pour que ça puisse intéresser mes élèves en classe de terminale technique. Donc je considère que quelqu'un qui souhaiterait être libertaire se dirait comment peut-on partir de ce qui fait l'intérêt ou le quotidien de ces individus-là. Sans démagogie, il n'est pas question de les flatter, il s'agit de se dire j'ai affaire à des élèves qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont agressifs, qui sont violents. Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'être mieux dans la cité, mieux dans la société, mieux dans cette civilisation, mieux la saisir et mieux la comprendre? Comment peut-on mobiliser des savoirs qui relèvent par exemple de la philosophie, mais des savoirs qui leur permettront de cesser d'être racistes, de cesser de critiquer l'art contemporain, de cesser d'être sur la logique qui est la leur. Je considère que l'école devrait permettre ça et que pour le coup on n'a pas besoin d'enseigner la morale civique, mais que enseigner le civisme, ça devrait pouvoir se faire sur ce terrain-là. Et je crois justement que dans le cadre de l'école, un des effets pervers de mai 68, au nom du questionnement de l'autorité, en particulier l'autorité du professeur et la figure du pouvoir qu'il incarnait, a été aujourd'hui au fait de rendre beaucoup plus difficile la tâche de l'enseignant, qui affronte des élèves de tous âges qui au fond ont tendance à ne plus à ne plus se représenter le professeur comme quelqu'un qui pourrait leur transmettre un savoir, une forme de sagesse, une forme de savoir à la fois moral et intellectuel. Et donc, d'une certaine manière, de nier
la figure du professeur comme figure de transmission du savoir, comme aussi figure morale, enfin ce qu'aux États-Unis on appelle le role model, de justement pouvoir s'inscrire comme un role model pour les étudiants. Et ça, je crois que malgré tout, il faudrait retrouver cette part-là de l'autorité du professeur. Oui, qui n'est pas évidemment une part... oui. Là, vous allez un peu au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Tamignos. Autrement dit, il y a du bon et du mauvais dans l'héritage de 68. Exactement. Il y a à prendre et à laisser. Exactement. Et ce qu'on devrait abandonner, ou en tout cas, on devrait contester une partie de la contestation, quoi. Et cette partie de la contestation qui, en effet, ruinait l'autorité du professeur, si je vous comprends bien. Oui, absolument. Là, je m'inscrirai dans cette voie-là, oui. D'accord, c'est extraordinaire. Vous êtes d'accord aussi? Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'un professeur ne devait pas être dépourvu d'autorité. Il ne devait pas tenir son autorité de l'autoritarisme. Il ne doit pas tenir son autorité de la fonction. Il ne doit pas tenir son autorité du fait qu'il est un rouage ou qu'il serait un rouage dans une institution. Il doit pouvoir la tenir, son autorité, de mille choses. Ce rôle dont vous parlez, ce modèle, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'un professeur, c'est une figure qui doit permettre la transmission du savoir, mais c'est une figure également affective, c'est une figure théâtrale, c'est une figure familiale, paternelle ou maternelle. Enfin, il faut jouer avec tout ça. Oui, mais autorité sans autoritarisme, on va s'arrêter à cette question. Est-ce que c'est pas, si vous voulez, jouer un peu sur les mots? Parce que précisément, nous vivons dans un monde égalitaire, dans un monde démocratique, où la démocratie ne tolère plus rien qu'elle-même, autrement dit. Elle n'accepte pas qu'il y ait des espaces soustraits à son ordre. Elle n'aime pas vraiment les institutions, parce que précisément dans les institutions, les rôles sont fixés à l'avance. Et les institutions sont hiérarchiques. Donc, il y a une pression aujourd'hui pour transformer l'école d'institution qu'elle était en communauté éducative, dans une perspective, encore une fois, de bien-être de tous. Je voudrais vraiment la lire une seconde, une très belle citation de Tocqueville. On peut inscrire 68 dans la perspective de cette citation. Parmi toutes les passions que l'égalité fait naître ou favorise, il en est une qu'elle rend particulièrement vive et qu'elle dépose en même temps dans le cœur de tous les hommes, c'est l'amour du bien-être. Cet amour-là, effectivement, il fait dénoncer comme stress tout ce qui, justement, semble ressembler à l'effort, à la peur, à l'angoisse. Elle médicalise, cet amour médicalise tout. Et puis donc, à ce moment-là, autorité sans autoritarisme peut-être, mais nécessité, non, quand même d'une certaine discipline. Et si le professeur ne peut pas exercer cette discipline, s'il est privé des moyens de la discipline, et si, en guise, au fond, de civisme, il va prêcher la tolérance universelle de toutes les valeurs, je ne vois pas comment cette autorité fondée sur la compétence pourra s'exercer, si vous voulez. Pour qu'elle soit fondée sur la compétence, il faut aussi que l'institution soit acceptée comme telle, avec ses règles et avec sa dissymétrie. L'institution, elle s'accepte de manière secondaire. Les étudiants, les élèves sont capables de voir ce qu'un professeur peut apporter. Je dirais le professeur autoritaire, c'est celui qui fonde son savoir sur l'institution et pas sur la compétence. Le professeur qui a de l'autorité, c'est celui dont on a reconnu la compétence. Donc il y a quelqu'un qui d'un côté oppose, oblige, et puis de l'autre côté quelqu'un qui propose et qui permet aux autres de disposer. Et ceux qui disposent après peuvent voir que dans l'institution, il y a autre chose que peut-être ce qu'on fait habituellement. Donc je dirais c'est un genre de contrat hédoniste qu'on propose à des élèves, sans pour autant chercher à leur plaire sur le terrain de la démagogie, mais en considérant qu'il faut que le professeur soit dans une logique de séduction. Je crois qu'il faut réhabiliter cette logique de la séduction. Bien. Alors, je crois que nous vivons dans une grande illusion qui essaie de l'accès parfaitement démocratique et égalitaire au savoir, égalitariste au savoir. Je pense qu'elle a été propagée en particulier par une certaine culture populaire ou une certaine représentation médiatique qui donne l'impression de plus en plus, en partie c'est vrai, d'accord, que la culture est accessible à tous, mais justement parce que cette culture semble accessible à tous, l'école ne peut plus jouer son rôle de transmission culturelle, proprement dit, comme elle le jouait avant, justement, 68, ou peut-être même avant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas. Donc, on confond peut-être aujourd'hui l'accession comme mouvement vert avec l'accessibilité technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ouvre sa télévision, on pianote sur son écran, tout est là. Mais c'est pas parce qu'on a accès à tout qu'on accède à tout. Il me semble qu'il y a là aussi une autre confusion que le monde de la technique fait jouer et qui effectivement rend le travail de l'école très difficile. L'information nous donne tout, mais entre information et transmission, il y a sans doute une différence qu'on est peut-être en train d'oublier. Absolument, je crois qu'il y a aujourd'hui confusion entre la notion de savoir et celle d'information, de transmission, information instantanée. Mais
alors là, je voudrais que nous élargissions le débat. On a un peu parlé d'école. Élargir le débat et peut-être, si vous voulez, en venir aux principes qui gouvernent vos livres et notamment votre politique du rebelle, Michel Onfray. Cette opposition que vous faites, en référence à Nietzsche, entre l'idéal ascétique et l'idéal hédoniste. Alors, qu'est-ce que vous mettez sous cette opposition? Et puis, alors, je peux formuler les choses de manière un peu plus provocatrice. Qu'est-ce qu'il y a d'ascétique dans notre société? En quoi notre société est-elle gouvernée par le puritanisme ou par l'idéal ascétique? Je dirais l'idéal hédoniste, c'est ce qui permet, je vais rabâcher parce que je parle souvent de Chamfort et de cette formule qui me semble excellente pour dire ce qu'est l'hédonisme. L'idéal hédoniste, c'est ce qui suppose la formule de Chamfort, jouir et faire jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne. Voilà, je crois, le fondement de toute morale, disait Chamfort. Donc cette logique de la jouissance que j'associe à la logique du faire jouir. Il n'est pas question d'une jouissance sans faire jouir. Une jouissance sans faire jouir nous installerait du côté de Sade et du côté de dérèglements qui me déplaisent souverainement. Je dirais cette logique du plaisir qu'on veut pour soi mais qu'on veut pour autrui aussi, elle suppose des comportements éthiques, des comportements esthétiques, des comportements politiques, enfin ce que j'essaie de développer livre après livre. Je dirais l'idéal ascétique, c'est ce qui considère que le corps est là pour souffrir, qu'il est là comme une damnation, qu'il est là comme un instrument à former pour qu'il rentre dans les institutions. Donc on a haine des désirs, haine des plaisirs, haine des passions, et on essaie de faire de cette énergie qu'est la vie, je dirais, on essaie d'en faire quelque chose qu'il s'agit de capturer par la famille, par le travail. Il est où aujourd'hui? Parce que franchement, on a quand même l'impression que l'idéal hédoniste, il est universellement et constamment célébré. Oui. Ah non, alors on se trompe sur ce qu'on entend l'idéal hédoniste, vraisemblablement. Si c'est l'idéal de la jouissance sans conscience, qui suppose le consumérisme et la société de consommation, alors je ne suis pas hédoniste. Si l'idéal hédoniste aujourd'hui, c'est accéder à la mode, aux voitures dont la publicité nous fait la promotion, ou aux vacances auxquelles tout le monde aspire, ou au mode d'existence proposé par les médias ou les revues en papier glacé, je ne suis pas hédoniste. Si c'est ça l'hédoniste, je ne suis pas hédoniste. Je pense qu'une jouissance sans conscience, ça n'a aucun sens. Une jouissance avec conscience suppose qu'on soit dans une autre logique, vraiment. Notre civilisation n'est pas hédoniste, elle est consumériste, je dirais. Elle n'est donc plus ascétique non plus. Elle est d'une certaine manière ascétique parce qu'on nous propose des idéaux comme le travail, comme la famille, comme la patrie, qui restent des idéaux partagés par la droite et la gauche. Et si vous touchez par exemple aujourd'hui à ce que Nietzsche appelait le préjugé monogamique, vous apercevez que vous faites des vagues. On considère aujourd'hui que la seule forme qu'on puisse donner à sa libido, peu ou prou, même si on autorise quelques libertés, ça reste le couple, la famille, le foyer, la monogamie, la fidélité. Allez-y, bien familiaux. Michel Onfray, dans votre ouvrage, je propose d'opposer les forces libertaires aux forces libérales. Moi, je suis tout de même frappé par le fait que bon nombre de principes et de valeurs qui ont été érigés en mai 68 sont aujourd'hui, d'une certaine manière, récupérés, repris, absorbés par la société libérale, la société consumériste, si vous voulez. Je vois en particulier 3 points qui mériteraient, je pense, d'être analysés ou développés. D'abord l'expression d'un individualisme farouche dans l'opposition à toute forme d'autorité établie, qui était présente en 68 et qui est de nouveau présente aujourd'hui, même dans l'idéologie libérale. Et on peut répondre tout de suite ou... Je ne crois pas. Je crois que là, si on confond l'individualisme et l'égoïsme, vous avez raison. Je crois qu'il y a une revendication individualiste en mai 68 qui s'est trouvée reformulée et récupérée par le libéralisme sous forme d'égoïsme. L'égoïste ne pense qu'à lui, l'individualiste pense qu'il n'y a que des individus. Je suis pour l'individualisme, contre l'égoïsme. Je crois qu'il faut penser en termes d'individus et pas penser du tout en termes d'égoïsme ou d'égocentrisme. Le libéralisme a réussi effectivement à détruire l'idéal individualiste pour en faire un idéal égoïste qui permet, avec la société de consommation, de faire l'éloge d'un moi absolu, d'un moi souverain sur l'ensemble du monde. Ce qui n'est pas ma proposition. Bon, c'était pour répondre à votre premier point. Bon, on pourrait même parler, je crois, plus que d'égoïsme, alors d'égotisme. Oui. J'ai quand même 2 autres points que je voudrais développer. Le deuxième, c'est la valeur culturelle du jeu, du ludisme, dont vous référez d'ailleurs souvent dans votre ouvrage à la nécessité du retour au ludique, dans le rapport au monde, en rapport à l'art en particulier. Vous citez Duchamp, par exemple, le dadaïsme, etc. Je crois que justement, cette valeur culturelle du jeu, du ludisme, qui était si importante dans le mouvement 68, a été aujourd'hui, au fond, là aussi reprise et est aujourd'hui étalée dans les médias, la publicité, la télévision. Je suis bien d'accord qu'il ne s'agit peut-être pas du même jeu, du même ludisme, mais il y a tout de même des points de convergence qui suscitent justement, qui permettent une forme de confusion. Au fond, le mot le plus important aujourd'hui pour décrire ce qui se passe dans le rapport dialectique entre mai 68 et la société contemporaine. Et troisième point, à mon avis, le mythe, l'idéologie, la gratification instantanée de la satisfaction immédiate des désirs, des besoins, qui là aussi est aujourd'hui représenté sur toutes les couvertures des magazines, dans tous les livres. Oui, est-ce qu'on peut parler à propos de tout cela simplement, Michel Onfray, de mensonge, de mystification? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une invitation à la jouissance immédiate,
Bon, et alors pourquoi serait-elle, si vous voulez, légitime dans certains cas, et puis dans d'autres, je ne sais pas, une pure duperie, parce après tout, c'est quand même le langage que nous nous tenons à nous-mêmes et que la société ne cesse de tenir. Je crois que sur les 3 points, vous avez raison. Hein. Sur le deuxième point, c'est vrai que Marcel Duchamp ferait lui-même la démonstration, enfin l'effet Duchamp, je dirais, ferait la démonstration qu'une entreprise radicalement révolutionnaire sur le terrain esthétique peut se trouver extrêmement juteuse sur le terrain de l'histoire de l'art ou du marché de l'art. Et sur le dernier point, vous avez aussi raison. Je pense que le capitalisme a eu la possibilité de recycler un certain nombre des idéaux de mai 68, de les détruire, de les digérer d'une certaine manière et de nous faire croire aujourd'hui que la formidable puissance libertaire et hédoniste de mai 68 a été réalisée par le libéralisme et que finalement l'idéal libertaire, ce sont les libéraux qui l'ont repris en compte. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a justement une torsion qui s'est faite sur ce terrain-là et que l'hédonisme a été récupéré sur le sens du jouir sans faire jouir, du jouir individuel, du jouir égoïste et pas du tout du jouir qui nous installerait sur le terrain d'un individualisme reformulé. Oui, donc au fond, le projet essentiel, à mon avis, urgent aujourd'hui, serait justement de déjouer, démonter cette confusion entre les idéaux, enfin principes de mai 68 et ceux de la société libérale. Oui, mais là encore une fois, vous vous rejoignez, c'est-à-dire avec cette idée qu'il y a une pureté dans les idéaux et une récupération dans la réalisation. Est-ce qu'on peut faire cette distinction? Moi, quand je lis les œuvres de Van Eghem, je n'ai pas du tout l'impression, si vous voulez, qu'elles sont étrangères au monde dans lequel je vis. Et c'est pour ça que je citais Tocqueville, c'est-à-dire que Tocqueville voyait bien cette véritable passion du bien-être s'installer dans la société. Hannah Arendt l'a dit autrement, si vous voulez, le bonheur, les idéaux du bonheur privé, avec cette vie, la vie qui est érigée en valeur suprême. Et à tout cela, Tocqueville et Hannah Arendt n'opposaient pas un retour à l'idéal ascétique, mais si vous voulez, une sorte d'amour du monde qui est d'un autre ordre que l'amour de la vie. Les situationnistes ne nous entretiennent que de la vie. Le spectacle qui nous détourne de la vie qui est jouissance, etc. La vie qui est... Bon, mais peut-être y a-t-il autre chose dans la vie que la vie. Autrement dit, il y a le monde qu'il faut pouvoir sauvegarder, qu'il faut pouvoir améliorer, le monde que nous formons, que nous partageons avec les autres mortels, qui peuvent être aussi nos concitoyens, dans une nation déterminée. Et tout cela, me semble-t-il, a été peut-être un peu oublié en mai 68, continue de l'être aujourd'hui. Voici pourquoi, personnellement, j'ai du mal à considérer qu'un retour au vrai mai 68 nous permettrait mieux de réagir aux grands défis de notre temps. Oui, je crois que justement, pour sortir du cercle vicieux de l'hédonisme, il faut retrouver l'être ensemble. La question de l'être ensemble, la question de la communauté me semble fondamentale. Elle a été déjà abordée à sa manière, c'est vrai, dans le mouvement de mai 68. Enfin, je ne sais pas ce que vous... C'est la proposition de mon livre, cette idée que l'hédonisme a une formule politique, qu'on peut disposer d'une formule politique de l'hédonisme et que ça n'est pas simplement une logique de l'égotisme ou d'égocentrisme, mais que c'est une logique individuelle. Pour reprendre la belle expression que vous utilisez, enfin que vous nous citez de Tocqueville, le bien-être m'intéresse, mais je souhaiterais qu'on puisse dire que, par exemple, le personnage qui considère qu'on doit sortir les enfants des mines au XIXe siècle, il est dans une logique du bien-être. Il considère que le bien-être, il est là. Et on ne sera pas du tout, là pour le coup, j'y vois une logique libertaire, une logique qui procède de la mystique de gauche. Le bien-être qui nous ferait désirer comme désirable la nouvelle voiture de je ne sais quelle marque, alors ce bien-être-là ne me semble pas un bien-être. Je suis d'accord sur l'idée que le bien-être est une vertu, simplement il faut s'entendre sur ce qui est désirable. On nous fait désirer de l'indésirable. Je crois qu'aujourd'hui, l'inscription dans la société de consommation a perverti l'idéal hédoniste, ce qui fait qu'on croit très souvent aujourd'hui que l'hédonisme c'est le consumérisme. Je crois qu'il y a dans l'hédonisme le supplément d'âme dont vous parliez plus ou moins tout à l'heure, en nous disant qu'en dehors de la vie, il y avait autre chose que la vie. Je veux bien y consentir, j'avais envie de vous dire non, a priori, j'avais envie de vous dire non, en dehors de la vie, il n'y a rien d'autre. Et quand vous parlez de l'être ensemble en considérant qu'il est en dehors de la vie, alors je veux bien vous suivre. Mais je ne considère un être ensemble possible et pensable que sur le terrain de l'hédonisme, sur le terrain du faire jouir. Mais alors ne limite-t-il pas la portée véritablement politique de votre discours? Je crois pas, je crois au contraire qu'il ouvre une politique possible. Quand on est dans une logique du faire jouir, par exemple, on peut considérer ce que ça donne comme effet sur la question de l'immigration. Que signifie le faire jouir sur le terrain de l'immigration? Que signifie le faire jouir dans l'école dont nous parlions tout à l'heure? Mais justement, le faire jouir sur le terrain de l'immigration, on peut se poser la question, mais quand je parlais de l'amour du monde, de quel monde sommes-nous les héritiers? De quel monde sommes-nous comptables? Qu'est-ce que l'hospitalité? Est-ce que l'hospitalité, elle ressortit au faire jouir, ou est-ce qu'elle ressortit à l'intégration dans un monde, à préciser
précisément la donation, la transmission d'un héritage, au fond, et là nous nous trouvons devant deux attitudes, c'est-à-dire une attitude pour laquelle l'hospitalité inconditionnelle, si vous voulez, se résume au geste de l'ouverture et au geste de la fraternité. Et puis une attitude pour laquelle l'hospitalité doit être pensée dans l'horizon de l'intégration avec les exigences, les limites de cette intégration, parce qu'elle n'est pas partout possible au même moment et elle ne peut pas se faire, si vous voulez, sans condition. L'hospitalité inconditionnelle d'un côté, l'hospitalité conditionnée à la réussite de l'intégration de l'autre. Je dirais une hospitalité qui souffre des exceptions n'en est pas une. Si vous considérez qu'on doit pratiquer l'hospitalité moins ceci, moins cela, moins certaines circonstances, moins certaines occasions, on est dans la logique égoïste qui nous fait dire l'hospitalité j'aimerais bien dans l'idéal, mais dans la réalité je ne peux pas. Le réel est plus fort que l'idée et en ce sens l'hospitalité c'est un vœu pieux, mais on ne la pratiquera pas. Je pense qu'une vraie hospitalité, jamais pratiquée, c'est comme l'amour du prochain. Je dirais ce sont des idées fortes. Je ne crois pas à l'idée de l'amour du prochain, je crois à l'idée de l'hospitalité. Je crois que c'est une des grandes vertus de la mystique de gauche et qu'on devrait pouvoir la repenser aujourd'hui comme une question capitale. Mais le problème que je vois dans la philosophie hédoniste, au fond, c'est le problème du temps. Parce que fondamentalement, l'hédonisme, quel qu'il soit pur ou impur, je n'ai pas de distinction, s'inscrit tout de même dans le temps présent, dans l'instant, etc. Et ce qui manque sans doute aujourd'hui dans la société en général, c'est, chez beaucoup de gens, en particulier beaucoup de jeunes, c'est une véritable perspective historique. J'ai un peu essayé à travers mon texte sur Budapest, justement, de réinscrire le communisme, la critique communiste dans une perspective historique. Et là, je me demande comment cette philosophie d'hédonisme pourrait se réconcilier avec un retour à l'histoire, ou ce que Bernard Finkielkraut appelait lui-même, en allant plus loin, un retour à la tradition. Oui, vous avez raison de dire qu'il y a dans l'hédonisme une obsession de l'instant, une obsession du temps qui passe, une obsession tragique de conjurer la mort qui nous attend. En même temps, il y a des perspectives d'inscription dans un temps qui n'est pas un point, mais qui est d'une certaine manière une durée, une projection. C'est-à-dire que le professeur, par exemple, qui veut enseigner en considérant qu'on peut être dans une logique hédoniste, il a dans l'idée la fin de l'année, je dirais, voire la fin du cycle, voire la fin de l'individu qu'il est en train de solliciter, l'adolescent, l'enfant, je ne sais quoi. Il a le désir de produire des effets plus tard, dans une logique historique. On s'inscrit dans l'histoire. Il en va de même pour l'État, pour la nation, pour la citoyenneté, pour le civisme. Enfin, on a une pensée qui nous inscrit dans le temps, bien que soucieuse de l'instant. Oui, alors quand même un dernier mot sur cette opposition que vous faites entre l'idéal ascétique et la société hédoniste que vous cherchez à construire, ou en tout cas que vous préconisez, parce que vous réclamez de Nietzsche, mais il y a ce fameux prologue de Zarathustra, où Nietzsche n'a pas que l'idéal ascétique comme ennemi. Tout d'un coup, Zarathustra fait surgir une étrange figure, une figure qui rappelle les grandes analyses de Tocqueville dans La démocratie en Amérique. C'est le dernier homme. Qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que créer, qu'est-ce que désirer, qu'est-ce qu'une étoile? Ainsi parlera le dernier homme en clignant de l'œil. La terre alors sera devenue exiguë. On y fera sautiller le dernier homme qui rapetisse toute chose. Son engeance est aussi indestructible que celle du puceron. Le dernier homme est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, diront les derniers hommes, en clignant de l'œil. Et on ne deviendra plus ni riche ni pauvre, c'est trop pénible. Qui donc voudra encore gouverner? Qui donc voudra obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Pas de berger et un seul troupeau. Autrement dit, c'est pareil, pas de ni ascèse en effet, ni discipline, ni violence, ni totalitarisme, pas de berger et un seul troupeau, un conformisme de gens qui ne sont pas manipulés par les médias, mais qui sont guidés par une seule passion que Nietzsche n'appelle pas l'hédonisme, mais qui est la passion de la vie pour la vie. Alors, en quoi, Michel Onfray, votre idéal n'est-il pas celui du dernier homme? Je dirais que ça c'est la position de Nietzsche qui fait, comme vous le savez, dans l'ensemble de son œuvre, une critique très très sévère de l'hédonisme. L'hédonisme chez Nietzsche, c'est un signe de décadence, c'est un signe de nihilisme, c'est un signe de santé pauvre et débile. Sans quoi je me sens nietzschéen et pas Nietzsche. D'une certaine manière, je considère que les grandes phrases de Nietzsche qui me permettent de me dire nietzschéen, elles sont peu nombreuses. Il y a au moins celle-là. Il dit, par exemple, Nietzsche, un bon maître, c'est celui qui apprend ce qu'on se déprenne de lui. En ce sens, c'était un bon maître pour vous. Absolument. Vous avez appris à vous dépendre de lui. Absolument dépris. Et sur cette question du dernier homme, je ne serais pas d'accord avec Nietzsche. Ceci dit, si on veut expliquer peut-être comment fonctionne le texte de Nietzsche, quand il parle du dernier homme, c'est en perspective du surhomme. C'est parce qu'il considère qu'après le dernier homme, ça n'est plus la fin de l'homme comme figure physiologique, je dirais, sur Terre. C'est simplement la fin d'un certain type de figure dont Foucault annonce la mort, en considérant que la mort de l'homme annonce la naissance du surhomme. Et le surhomme, ça n'a rien à voir évidemment avec Superman ou je ne sais quel
nazis, entendons-nous bien, le surhomme, c'est celui qui tend au surhumain, c'est celui qui tend à être plus homme que ce que sont les hommes habituellement. Donc il y a quelque chose comme une surmorale dans le moralisme de Nietzsche et dans la destruction de Nietzsche qui m'intéresse pour le coup, et c'est cette surmorale qui me... Oui, je voulais pour revenir plus précisément à votre ouvrage. Il y a tout un chapitre sur la question de l'indigence, de la nouvelle indigence contemporaine. Et justement, dans ce rapport à l'hédonisme envisagé d'un point de vue philosophique, je voulais savoir comment vous pouviez le rendre compatible avec l'indigence et sa nécessaire transformation, si vous voulez, amélioration dans nos sociétés. Je me demande en particulier comment tout ce thème de la nouvelle pauvreté que vous abordez, etc., quand vous parlez des damnés de la Terre, enfin des nouveaux damnés de la Terre, je me demande ce que pour eux, par exemple, pour cette catégorie-là de la société, ce que pourrait signifier l'hédonisme et en quoi l'hédonisme pourrait apporter quelque chose à leur vie. Je ne dis pas nécessairement, bien sûr, d'un point de vue platement pratique, mais même d'un point de vue strictement philosophique. Et je me pose en plus une autre question, parce que je vois que les damnés, les rejetés, beaucoup de damnés, de rejetés, d'exclus de notre société, sont eux-mêmes en fait des victimes des mythes de l'hédonisme. Prenons l'exemple de la drogue. Qu'a-t-on fait miroiter à de nombreux drogués? Bien justement la gratification instantanée par la drogue, par l'accès au paradis artificiel. Et c'est justement d'une certaine manière, de cette manière-là, qu'ils se sont retrouvés rejetés, exclus, au nom même justement d'une vision hédoniste de la vie, de la société, etc. Donc là, il y a encore une fois, si vous voulez, une contradiction dangereuse, ou je reviens à le terme d'effet pervers, j'en trouve pas d'autres, des mythes de l'hédonisme, qui peut justement, paradoxalement, je ne veux pas du tout moraliser, ma perspective n'est pas du tout moralisatrice, mais qui peut mener justement à une forme d'exclusion et de damnation, si vous voulez, encore plus grande. Je pense qu'on a toujours tort de dire la drogue, déjà. Je pense qu'entre l'usage des drogues douces que je défends et l'usage des drogues dures que je ne trouve pas hédonistes, il y a des choses à dire très précisément. Il y a un triomphe de l'impulsion de mort dans le goût pour les drogues dures que je ne peux pas défendre. Enfin, l'addiction de la drogue dure, la dépendance, ce trajet vers l'inhumain ne peut pas me convenir. Donc dans une perspective hédoniste, la drogue dure sûrement pas. Je dirais ces damnés dont je parle, quel type d'hédonisme? Eh bien simplement faire de telle sorte que le processus d'hominisation qui nous concerne, on a tous été quadrupèdes dans notre berceau, on a été petitement bipèdes, on a développé le cerveau puis les mains puis on est devenu un petit homme. Je dirais ce trajet du petit enfant, c'est le trajet de l'humanité en raccourci. Il se fait que ces damnés, ils font le trajet en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils commencent par se voûter, par se courber, par souffrir, par tomber et puis par être rampant d'une certaine manière, dormir dans des cartons sous les ponts et être dépourvus de tout. Donc ils ne sont pas les victimes de l'hédonisme, je crois qu'ils sont les victimes du consumérisme, de cette société de consommation capitaliste, libérale, qui produit des riches et qui produit des pauvres. Et cette pauvreté, elle est un produit, comme on produit des déchets, elle est un produit d'une civilisation qui n'est pas défendable. Ça n'a rien à voir avec... Oui, alors justement, une civilisation qui n'est pas défendable, là je voudrais qu'on... Déchet du consumérisme, mais sûrement pas produit de l'hédonisme. Alors, cette civilisation n'est pas défendable, mais je voudrais qu'on aborde le thème, disons, essentiel de votre livre, celui de la révolte, celui de la rébellion. Vous préconisez la révolte, et là encore, je suis un petit peu gêné par ce terme, parce que je trouve que précisément, nous vivons dans une société qui a mis la révolte à l'ordre du jour, qui s'enchante de la révolte. Alors, est-ce que c'est une révolte récupérée ou une révolte vraie ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse, si vous voulez, se débarrasser du problème par cette seule opposition. Et je donnerai une série d'exemples. Le Monde a organisé en 1996 un concours, c'était un concours de dissertation pour les jeunes. Eh bien, Le Monde et France Culture invitaient, vous voyez, nous sommes concernés, à inviter les jeunes, comme on dit aujourd'hui, à écrire des paroles de révolte. Et voici comment tout cela a été présenté. Et puis alors les meilleures paroles de révolte auraient eu sans doute un prix, parce qu'il y a des prix de la révolte. Place cet été aux paroles en rupture, paroles de mouvement et de rébellion, paroles de tous ceux qui savent se cogner aux interdits et aux stéréotypes. Voilà un petit peu de quoi il était question dans Le Monde. C'est-à-dire l'establishment prône la révolte. Et puis l'autre jour, il y a eu une discussion ici même entre Philippe Dagen et Jean Clair. Et à un moment donné, Philippe Dagen, critique d'art au Monde et qui défend l'art contemporain dont vous parliez tout à l'heure, Michel Onfray, Philippe Dagen, si vous voulez, pour discréditer totalement Jean Clair, a dit, écoutez, à un moment donné dans votre livre, vous dites que vous n'aimez pas Sade. Et Jean Clair s'est enferré, a dit oui, je n'aime pas Sade. Il était absolument clair, excusez-moi, enfin, il était évident à ce moment-là que Jean Clair n'appartenait plus vraiment à l'humanité, ou autrement dit, si vous voulez, il était exclu
de la bien-pensance. Bon, l'autre lui disait, vous avez le droit, mais une fois que vous avez avoué cela, tout ce que vous dites n'a aucun intérêt, vous êtes nul et non avenu, vous appartenez à un monde résiduel, un monde qui n'existe plus, le monde des has-been. Donc, Sade, aujourd'hui, est un passeport pour l'establishment. Ça, ce sont des... Mais on peut aussi, si vous voulez, voir la manière dont notre société réagit à des révoltes réelles. Hein. Écoutez, les autobus aujourd'hui, les chauffeurs d'autobus semblent être victimes de la révolte haineuse d'un certain nombre de jeunes des banlieues. Bon, eh bien, on nous explique tout le temps que ces jeunes des banlieues, en quelque sorte, ils vont connaître le chômage, ils vivent dans la perspective du chômage, donc tout s'explique, et si tout s'explique, tout s'excuse. En revanche, des gens dont la révolte est purement intime, des gens qui réagissent au chômage qui les attend dignement et silencieusement, tous les ouvriers de la sidérurgie. Des gens aussi qui sont frappés par la maladie de l'amiante. Et je ne parle pas de Jussieu, je parle de toutes ces usines qu'Eternit ou que Saint-Gobain ont installées, je ne sais pas moi, à Clermont-Ferrand, dans le Valenciennois, etc. Il y a des petits procès aujourd'hui qui n'intéressent personne, puisque précisément la révolte n'est pas là, en quelque sorte, pour les mettre en scène. De même, dernier exemple, le sida. Si vous voulez, c'est une maladie qui a engendré une révolte terrible, une révolte d'ailleurs qui survit aujourd'hui à ses causes, parce que les présidents de AIDS ou de ACT UP continuent à parler dans le langage de la révolte, jamais celui de la gratitude, alors que les trithérapies quand même sont un progrès médical énorme. Eh bien, cette révolte suscite un intérêt incomparable avec l'intérêt qu'on peut avoir pour ces pauvres gens qui développent leur cancer, si vous voulez, dans l'intimité, qui sont chimiothérapeutises et qui, d'une certaine manière, n'ont droit qu'à une sollicitude distraite et qui seraient très heureux de pouvoir échanger leur chimiothérapie pour les trithérapies dont bénéficient aujourd'hui les malades du sida. Donc vous voyez, il me semble tout de même que nous vivons dans une société qui fonctionne à la révolte, qui cajole la révolte, et peut-être faudrait-il se révolter avant toute chose contre cet idéalisme de la révolte qui ne laisse rien debout. Monsieur Lanfray. Disons-le comme Rimbaud, je pense que toutes les révoltes sont logiques. Il s'agit simplement de savoir pourquoi, comment elles fonctionnent, enfin de quelle manière, pourquoi on en arrive là. Soyons pour le coup spinozistes, ni rire ni pleurer, mais tâchez de comprendre. Vous disiez tout à l'heure que comprendre c'était excuser. Moi je suis pas sûr. Je pense que comprendre c'est un premier temps, excuser c'est autre chose. J'ai envie de comprendre pourquoi j'étais il y a quelque temps à Luxor. J'ai envie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça à Luxor, à Tchetzout. J'ai envie avant de juger, avant de dire c'est bien, c'est pas bien, il faudrait pas, ou ces logiques-là sont défendables, ces logiques-là ne sont pas défendables. J'ai envie de savoir pourquoi les enfants des banlieues tirent sur les bus, pourquoi les gens qui ont le sida ou qui militent à ACT UP sont non pas dans la gratitude mais dans ce type de révolte. Enfin, toutes les révoltes que vous avez signalées me semblent justes et fondées et susceptibles d'être analysées, pensées beaucoup plus lourdement qu'en une réponse comme ça de 5 minutes. Je pense que sur la question du sida, sur la question des banlieues, sur la question de l'intégrisme musulman, etc., on devrait pouvoir se demander comment les gens en arrivent là, pourquoi cette voie est celle-là, pourquoi la révolte. La révolte c'est une voie sauvage. Je crois que de cette voie sauvage, on peut faire la pire des choses. La révolte, quand elle est canalisée et récupérée, elle donne la révolution. La révolution, elle peut être nationale, elle peut être raciste, elle peut être raciale. Et c'est ce qui m'inquiète. Je trouve que les révoltes sont fondées et logiques. Simplement, laisser la révolte comme une fin en soi, je ne trouve pas ça défendable. Je pense que de cette révolte, il faut faire quelque chose, à charge peut-être pour les hommes politiques ou la gauche politique ou institutionnelle, d'entendre ces révoltes-là et de leur donner forme. Ce que faisait le général de Gaulle en son temps. Il était capable d'entendre les révoltes en souhaitant donner des formes politiques à ces révoltes-là. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont le général de Gaulle a saisi et compris mai 68 après Baden-Baden et a souhaité, avec la théorie de la participation, donner une réponse que la droite ne lui a pas laissé le temps de donner. Oui, moi je crois justement, pour prolonger cette question de la révolte, que la révolte est toujours d'une certaine manière morale, et que notamment dans votre livre vous essayez d'opposer une tradition de gauche hédoniste à une tradition de droite plutôt morale ou presque puritaine. Je crois que si on voit justement un événement comme la Révolution française, on peut trouver dans cet événement-là justement l'exigence morale poussée à bout, poussée trop loin sans doute, dans des figures comme Robespierre, comme Saint-Just, qui se sont érigés en particulier bien sûr contre la décadence de l'aristocratie et aussi contre Danton,
Et l'opposition, par exemple, Saint-Just d'un côté, Robespierre de l'autre, et puis dans l'autre camp, Danton, était aussi l'opposition, pas seulement idéologique ou politique, mais l'opposition entre deux codes moraux associés à la Révolution. Et au fond, celui qui a triomphé à ce moment-là, c'était justement le code, l'idéal ascétique de la Révolution. Je crois que vous confondez révolution et révolté. Je crois que Robespierre n'est pas un révolté, c'est un révolutionnaire. Les sans-culottes sont des révoltés. Et c'est pourquoi je préfère Camus à Sartre, je préfère l'homme révolté au révolutionnaire. Oui, mais malgré tout, il est difficile, si vous pensez en termes historiques, en termes de tradition, de faire l'impasse sur la question de la révolution à partir de la modernité, même si on parle de révolte. Mais et puis peut-être il y a une question là que nous avons abordée qui est celle du statut de la révolte aujourd'hui dans l'establishment, du fait qu'on puisse insurger contre des morales déjà sapées ou détruites, si vous voulez, quand on proteste contre les déclarations du pape sur le sida, aujourd'hui, ce n'est pas le pape qui légifère, et c'est Michel Field à la télévision qui rappelle aux jeunes, comme il dit, de sortir avec un préservatif sur eux. Donc, inventer un ordre moral inexistant pour le plaisir de le transgresser, c'est une drôle de révolte, et puis c'est un drôle de sentiment qu'on peut avoir quand on lit, par exemple, les critiques de livres aujourd'hui, où les seuls livres intéressants sont les livres subversifs. Mais si le conformisme c'est la subversion, est-ce que précisément il ne faut pas subvertir ce goût de la subversion pour atteindre un véritable anticonformisme? Je crois qu'il y a un goût pour les livres concernant la subversion parce que ça permet, je dirais, à ce système-là de se donner bonne conscience en disant, vous voyez, comme on est tolérant, comme on est magnanime, on autorise à des gens comme ça la parole, l'existence. D'accord, mais alors là, il y a une autre question, parce que l'heure tourne, une autre question que je voudrais aborder, Pierre Tamigno, vous dites qu'il y a des moments où ça tourne mal, la révolte, et vous avez parlé de la patrie, hein, vous avez assigné la patrie à l'idéal ascétique, vous n'avez pas parlé de la révolte nationale ou de la révolte raciste. Or, Pierre Tamigno, vous êtes intéressé au phénomène d'insurrection et de révolte en Europe centrale, notamment en Hongrie, où la patrie a joué un certain rôle. Alors, qu'est-ce que justement cette expérience-là de la révolte, selon vous, aurait à nous apprendre? Eh bien, elle comporte un paradoxe fondamental qui est le fait que les insurgés de Budapest et de Hongrie de 1956 se battaient en fait pour un compromis idéologique, c'est-à-dire que leur révolte était manifestement radicale au sens où elle était une révolte armée contre l'armée russe, contre les occupants russes et contre le parti communiste stalinien, mais en même temps ce qui était exigé, revendiqué par Nagy et ses amis, c'était un nouveau système politique, un nouveau socialisme à visage humain, qui s'opposait à la fois au stalinisme, bien sûr, mais aussi au capitalisme libéral. Ce qui m'a intéressé dans ce mouvement, justement, c'est la contradiction entre une insurrection radicale, poussée jusqu'à bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'autodestruction, jusqu'à la violence nationale, touchant tout le monde, et en fait intégrant toutes les parties, toutes les classes de la société contre les staliniens, et comment cette révolte radicale pouvait en fait être basée, paradoxalement, sur un compromis des politiques idéologiques. À cela, d'ailleurs, on pourrait ajouter une autre révolte, celle de Prague. Voilà un anniversaire qu'on célébrera, à mon avis, avec trop de discrétion. Révolte des modérés, révolte de la modération, révolte du scepticisme, et puis aussi révolte nationale. Dans le cas de la Hongrie, c'est très clair, le mot camarade disparaît au profit de celui de compatriote, mais révolte nationale au sens où il peut y avoir un sentiment national légitime, notamment au sens où Simone Veil dit du patriotisme de compassion qu'il est la tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi pour nous à méditer du grand héritage de la révolte en Europe centrale? Absolument. Je pense que quand je parlais tout à l'heure du travail de la famille et de la patrie, je pense qu'on peut considérer le travail de manière libertaire, la famille aussi et la patrie également. Je pense que les résistants dans les années 40 qui prennent les armes défendent une patrie que j'aimerais pouvoir défendre de cette manière-là, ont une certaine conception de la nation qui me convient tout à fait. Je dirais, si on est dans une logique de l'idéal ascétique, je n'ai pas envie de la patrie qui sert l'idéal ascétique. En revanche, une patrie ou une nation qui permettrait l'idéal libertaire, ce que Pierre Tamigno dit très bien dans son article, je trouve que c'est cette façon de montrer qu'on peut avoir le souci de la nation, de la patrie, mais en libertaire, moi ça me convient tout à fait. Et ça vous convient tout à fait, mais alors sur cet autre thème qui est celui du compromis, qui est celui de la modération, voilà quand même une valeur qui n'a plus cours aujourd'hui, voilà une valeur dont la modernité tout entière, dans, si vous voulez, le pouvoir et la contestation du pouvoir ont ceci de commun que précisément, qui est la démesure. Peut-il y avoir un hédonisme modéré? Voilà. Voilà la bonne question, mais j'attendais ça à la fin de votre texte, quand vous dites effectivement que peut-être l'échec du nazisme, c'est la modération. Oui,
C'est-à-dire En sens historiquement, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Dans l'absence de radicalité, dans l'exercice de la violence. Voilà. Oui, mais là. Donc on l'aurait souhaité plus radical et pas dans un cimetière, comme. Oui, mais enfin, on l'aurait souhaité. Oui, mais il y avait autre chose. Il y avait, si vous voulez, cette modération qui était de revenir à une vie politique modérée, puis de gens, si vous voulez, qui ont souffert en eux-mêmes des prestiges de la radicalité, parce que c'est cette radicalité aussi qui les a précipités dans leur... Oui, mais écoutez, on peut prendre deux exemples, le général de Gaulle et le Dalai Lama. Je dirais le général de Gaulle. Oui, le général de Gaulle est dans la radicalité. Il permet ce qu'on sait, pas tout seul, mais ce qu'on sait. Le Dalai Lama refuse la radicalité pour les raisons qu'on imagine aussi, pour des raisons religieuses, et il suffit de voir ce qu'il en est du Tibet aujourd'hui. Ben moi, alors, pour revenir sur cette question de la modération, je constate qu'en 1989, l'un des deux pires totalitarismes du siècle s'est effondré pratiquement sans effusion de sang. Que ce soit en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie en particulier, ou même en Russie. Et cela me donne matière à penser justement sur la question de la révolte et de la modération possible dans l'exercice de volonté d'insurger. De 56 à 89, tout de même. Oui, il y a eu bien sûr des pas, oui, mais il n'est pas sûr que la radicalité ou que ce soit par le maquis, en quelque sorte, qu'on aurait pu répondre aux exigences de libération des Hongrois, parce que De Gaulle, il a officié dans une atmosphère, il pensait à une possibilité stratégique de victoire, et cette possibilité stratégique, de toute façon, elle a été interdite aux révoltés de Budapest comme à ceux de Prague. À cause de l'Occident, et vous faites bien de le dire dans ce texte, on apprend que l'Occident effectivement laisse faire. Bien sûr. Bien, enfin nous terminerons là-dessus, sur cette réflexion donc. À propos de la révolte, à propos de la modération, je voudrais rappeler les titres de vos ouvrages. Donc,